Bonjour. Bonjour Alexis, comment ça va? Bah, ça va, merci d'être avec nous. Alors, Richie, vous faites la une, en tout, hein. Bruno Retailleau qui veut porter plainte contre vous, Yaël Braun-Pivet qui vous interdit, l'accès à l'Assemblée nationale. On a l'impression que c'est vraiment, un cirque, hein, d'arriver à prendre la parole en public dans cette belle démocratie qu'est la France. Moi, je me rappelle de, votre, arrivée, nécessaire, hein, à la fête de l'UMA sur le plateau où Édouard Philippe était invité, en rappelant qu'il était les borgneurs des Gilets jaunes et qu'il n'avait rien à faire là. C'est ça la démocratie, c'est de pouvoir bien faire ça, rappeler ça. Vous avez rappelé que la police tue, et oui, on a eu beaucoup de cas de bavures policières, comme ils les appellent, mais il y a aussi la police qui mutile. Et puis là, dernièrement, c'est une prise de position par rapport à Gaza qui vous amène à être interdit, c'est ça, d'avoir accès à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est? Alors pour contextualiser un peu, il s'avère Mmh. que moi je suis arrivé à la politique avec les Gilets jaunes à l'âge de 14 Oui. ans sur un rond-point dans la ville de Pineuil, à côté de Sainte-Foy-la-Grande, en Gironde, si vous voulez, entre la Gironde, la Dordogne et le Lot-et-Garonne, trois magnifiques départements. Et donc j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans. Je me suis pas mal engagé au niveau associatif, sur les ronds-points. Je suis allé dans pas mal de manifs et je me suis formé à la politique sur les ronds-points. Et Mmh. à 18 ans, j'ai fait le choix d'arriver à Paris pour mes études, notamment en histoire. Et il s'avère que Mmh. la troisième année de licence d'histoire, je contextualise parce qu'en fait, dès mon arrivée à Paris, j'ai continué cet engagement-là et j'ai très vite été suivi par les services de renseignement, notamment ceux de C'est la préfecture de incroyable. police de Paris, Ouais. dès que je suis arrivé. Et ça explique qu'au cours de l'année 2022-2023, par exemple, en quelques mois, j'ai fait 8 gardes à vue, si je ne vous dis pas de bêtises. C'est Et je impressionnant. pense que vous l'avez documenté, M. Poulain, mais à plusieurs reprises et Oui. sur les réseaux sociaux, on l'a vu. Dès que j'arrivais dans un rassemblement Mmh. déclaré ou pas, j'étais suivi et interpellé et placé en garde à vue 24 heures avec Mmh. des gardes à vue systématiquement classés sans suite. C'est Systématiquement. Alors, j'ai eu le impressionnant. droit à organisation de manifestations interdites, organisation de manifestations non déclarées, participation à des groupuscules, enfin bref, etc., Mais etc. c'était le même tarif pour, aussi, Jérôme Rodriguez, et d'autres leaders, hein, entre guillemets, des gilets jaunes qui étaient systématiquement emmenés en garde à vue dès qu'ils arrivaient sur un lieu de rassemblement. Tout à fait, et je trouve que c'est assez révélateur parce que, avec les camarades gilets jaunes que vous citez, on a un profil assez Mmh. différent finalement Mmh. des militants politiques classiques, conventionnels, si je puis dire, de l'archétype classique. Et jusqu'alors, les pouvoirs publics, les autorités arrivaient à gérer les profils lambda. Mais c'est vrai qu'il y Mmh. a toute une nouvelle arrivée à la politique, une arrivée sauvage, si je puis le dire, avec des gens qui étaient jusqu'alors assignés à l'apolitisme. J'en parle dans mon bouquin Arrachant une vie meilleure. Ouais. On est ces gens-là qui jusqu'alors ne devaient pas se mêler de la politique. On y est arrivé et ça explique la violence de la répression à laquelle on a été confronté. Mais donc, je le disais, il y a eu ces gardes à vue, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu des enregistrements de mes conversations téléphoniques qui se sont retrouvés dans la presse, notamment dans une note des renseignements qui a été publiée dans le C'est JDD impressionnant. le 30 avril 2023, si je ne dis pas des bêtises, la veille du 1er mai 2023. Bon, bref, vous pouvez retrouver ça en ligne, c'est assez sourcé. Il y a eu la Mmh. affaire du salon de l'agriculture où à chaque fois, dans ma prise de parole politique, alors ma tonalité, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais ma tonalité est Mmh. italienne, je la défends, c'est celle de faire des rappels historiques et Oui, d'avoir oui. des mots qui soient forts, parce que je suis étudiant en histoire, mais l'histoire, c'est une discipline qui ne se cantonne pas au banc de la fac. C'est aussi l'éducation populaire, c'est aussi des choses qu'on apprend dans la rue, en discutant avec des papis, des mamies qui sont engagés depuis 40 années, par exemple. Et donc, je fais des rappels historiques et qui me tiennent à cœur, l'histoire populaire de notre pays, et je dis, par exemple, au Salon de l'agriculture, les borgneurs, pour désigner Macron, parce Mmh. qu'effectivement, porte la responsabilité d'avoir donné des ordres consistant à Oui. éborgner des Français et des Françaises qui étaient dans la rue depuis les Gilets jaunes. Et donc, je lui dis, n'oublie jamais que nous sommes dans le pays de la Révolution française, le pays qui fait tomber la tête des monarques. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes dans le pays de la Révolution française, toutes les années, C'est tous vrai, les ans, tout à il me fait. rabâchait, moi, depuis que je suis au collège, il me rabâchait à l'école. Et faire Ouais. tomber la tête des monarques, ça veut dire quoi? Vous connaissez tous l'expression faire tomber la tête, elle est reconnue par tous les dictionnaires d'expression française, notamment par celui de l'Académie française. Faire tomber la tête, ça veut dire contraindre à l'abdication. Et donc, Mmh. effectivement, le
31 janvier 1793, si je ne vous dis pas de bêtises, 93 ou 91, on fait tomber la tête du monarque au sens littéral. C'est-à-dire qu'il y a une Mmh. abolition de Louis XVI. Mais moi, je suis heureux que ce temps-là il soit révolu, où il y avait la peine capitale. Par contre, on a aussi fait tomber la tête des monarques au sens symbolique. En 1830, celle de Charles Mmh. X. En 1848, celle de Louis-Philippe. C'est-à-dire que le peuple a contraint ces deux autres monarques à l'abdication, a fait tomber leur tête de manière symbolique, eux qui étaient à la tête du pouvoir. Et donc, on a déformé mes propos et on m'a poursuivi Mmh. menace de mort. Comme si aujourd'hui, Non, rappeler mais c'est l'histoire de impressionnant. notre La pays, la la poursuite, c'est sur menace de mort, sur ce que vous avez dit au salon de l'agriculture? mon procès du Mais 9 qui août. sont les juges qui sont les juges, enfin les procureurs qui rentrent dans ce jeu d'une justice politique? C'est ça qui est scandaleux, c'est-à-dire c'est nos impôts qui payent une justice politique. Là, on est en plein délire. Vous faites une déclaration qui n'a rien d'une menace de mort. On voit aussi, des citoyens, qui se font, arrêter parce qu'ils font des posts Facebook, qui n'ont rien non plus de menace de mort réelle. Moi j'en veux à ces procureurs qui jouent le jeu d'une justice de politique, de classe, pour, faire en sorte de dire: «Taisez-vous, vous n'avez pas le droit à la parole», en gros, c'est ça ce que ça dit. C'est le retour en force du crime de lèse-majesté. Ouais, Mais c'est pas étonnant, quand on regarde qui désigne les membres du parquet, on comprend ouais, tout de suite. Je veux dire, il ne faut pas être dupe. C'est le ministère de la c'est Justice qui dingue. fait des le ministre de la Justice qui fait des recommandations et le président qui désigne, ou l'inverse, si je ne m'abuse. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une collusion directe entre l'institution Mmh. judiciaire et le pouvoir exécutif. Ouais, ça on le Moi, je voit, c'est dis terrible. avec beaucoup de gravité, il faut prendre les choses à la racine. Nous ne sommes pas dans une démocratie. La démocratie, c'est le peuple qui a le pouvoir. Or, dans l'histoire de ce pays, le peuple n'a jamais réellement eu le pouvoir. Voter Non. tous les 5 ans pour élire un président, ce n'est pas ça la démocratie. Ça, c'est un système Mmh. républicain, un système représentatif, mais ce n'est pas une démocratie. Par ailleurs, peut-être qu'à certains moments, nous avons été dans un état de droit. Nous ne sommes plus aujourd'hui dans un état de droit, mais nous ne l'avons jamais été pour tout le monde. C'est-à-dire que dans l'histoire de ce pays, il y a toujours eu des populations qui ont été exclues de l'état de droit. C'est-à-dire Mmh. qu'effectivement, l'école blanc et l'élite, eux, on les traite avec tous les ornements avec un droit qui est appliqué à la lettre. Par contre, le Mmh. reste de la population, les classes populaires, les populations racisées, et moi je parle de quelque chose que je connais, je parle de l'histoire de mes Bah parents, oui. grands-parents, Mmh. en tant que voyageurs. Ma mère, elle est gitane, mon père, elle est manouche, mes grands-parents, ils ont été envoyés dans des camps par l'État français, des camps Mmh. d'internation. Et donc cette histoire-là, moi je la connais. Et quand ils me disent qu'on est dans un état de droit et de respect des droits de l'homme, ça n'a jamais été pour tout le monde. Non, Peut-être pour mais quelques même sur les voyageurs, enfin, faut voir comment ils sont traités, sur les aires d'accueil. Il y a systématiquement des échauffourées, les maires qui refusent de faire l'accueil qui est pourtant, obligatoire. Et puis il y a oui, une vraie, vision de classe par rapport, à ça et vous le dites, ça compte aussi dans la volonté de faire taire, ceux qui n'ont pas le droit de faire de la politique, ceux qui n'ont fait. pas le droit de parler publiquement, et de prendre cette parole-là et on sent cette coercition quand même. Et moi, je pense que si j'ai été exclu de l'Assemblée nationale et si aujourd'hui je suis visé par Bruno Retailleau et tous ces gens-là, c'est parce Mmh. qu'effectivement, j'ai pas le même profil qu'eux. C'est parce que je viens pas des mêmes familles qu'eux. C'est parce que j'ai pas été à Sciences Po, j'ai pas fait leurs grandes écoles. C'est parce que moi, je me suis formé politiquement avec les Gilets jaunes et ça leur fait peur à la Macronie. C'est Ouais, parce que les gilets moi, jaunes, ouais, clairement, ils ont peur, ouais. c'est Mmh. parce que moi, je viens d'une famille de voyageurs. Et moi, je trouve ça, même si leurs intentions, elles ne sont pas en tant que telles racistes, je trouve que le message qui est envoyé, il est désastreux. Il est désastreux parce que je suis le premier collaborateur voyageur arrivé à l'Assemblée nationale et j'en suis aussi le premier à être exclu. Depuis l'autre jour, Mmh. j'ai des familles au et téléphone qui sont ahuris. Ils disent: Richie, tu es le premier à faire de la politique chez nous, tu n'as jamais eu une once de violence et ils te foutent dehors. Vous vous rendez compte le message qu'on et envoie à sur des... quelle base? Le l'interdiction d'accès, c'est sur quelle base, en fait? Qu'est-ce Alors, qui s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les faits? pour rappeler les faits, bon, tout à l'heure, je donnerai une conférence de presse devant le Palais Bourbon, justement, dont je suis Oui. interdit à 13h30, où je reviendrai plus dans les détails. Mais pour rappeler les faits, je me rends avec mon employeuse, donc Arcilia Soudé, députée de Seine-et-Marne, à l'Assemblée nationale, pardon, et on cherche à entrer au Palais Bourbon pour que je l'accompagne à l'entrée d'une commission. Donc, c'est dans le cadre de mon activité professionnelle, c'est mon Mmh. travail. Mmh. Donc, moi, je ne fais rien de particulier, je l'accompagne. On était également accompagné par un jeune qui faisait une visite ce jour-là. Et donc, là, un gendarme vient vers nous et nous dit: Vous n'avez pas le droit d'entrer. Et donc, bon, madame Soudé était pressée, donc elle va en commission et on s'étonne pas plus que ça parce qu'on se dit, c'est sûrement une interdiction temporaire qui concerne tous les collaborateurs parce qu'il doit y avoir un vote important. C'était le jour où on a élu les vice-présidents, le nouveau vice-président suite aux nominations ministérielles. Mmh. Donc, Mmh. c'est étonnant. Donc, je rentre à mon bureau, finir un courrier ou un truc du genre. Et
quand je reviens à nouveau, parce que je dois rentrer, parce que j'avais un rendez-vous dans les bureaux du groupe de la France Insoumise, quand je dois rentrer à nouveau à l'Assemblée nationale, et bien là, un gendarme vient vers moi, j'étais tout seul, en me disant: vous n'avez pas d'entrée, monsieur Thibault. Là, il cite mon nom, il y a 3 gendarmes qui arrivent, les administrateurs de l'Assemblée qui m'arrachent mon badge avant de me le restituer, parce qu'ils ont été un peu trop loin. C'est assez violent comme scène, en me Mais disant: c'est dingue. nous avons reçu une consigne de la présidence de l'Assemblée nationale, vous êtes interdit d'entrer. Et moi, je leur dis: mais jusqu'à Mais quelle c'est heure? dingue. Mais avec beaucoup d'étonnement, tu vois, avec beaucoup de, j'étais vachement candide. À quelle heure, à quelle heure je peux revenir à l'Assemblée? C'est mon travail, j'ai des rendez-vous. Enfin, je veux dire, là, vous êtes en train de porter Ouais. atteinte à mon travail. Et non, non, très sérieusement, ils me disent que je suis interdit d'entrer, donc de l'hôtel de la Cie et du Palais Bourbon. Et vraiment, c'est les bâtiments principaux de l'Assemblée nationale. Il y a les Mmh. bureaux Mmh. administratifs, le bureau des transports, le bureau des badges, il y a les bureaux du groupe de la France Insoumise, il y a toutes les réunions de travail, de formation. Donc c'est très handicapant. C'est une grosse Ouais, ouais, partie du c'est le staff lieu de travail. Ouais, qui ouais. est pris pour cible. C'est discriminatoire, c'est interdire un salarié d'entrer sur son lieu de travail. Et donc, il y a 2 justifications qu'elle donne, enfin entre guillemets, hein. Dans le Mmh. courrier, ma députée, Célia Soudier, a demandé des justifications à cette mesure dans un Bah courrier oui. écrit. La réponse a été dévoilée dans la presse. Vous l'avez sûrement vu. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que je constitue un risque de trouble à l'ordre public. Elle ne donne pas d'exemple précis. Elle dit que je constitue un trouble à l'ordre public. Ça veut dire que, en fait, si je comprends bien, quand on a des idées dissonantes à la doxa et à l'ordre dominant, on Ouais. constitue de facto un risque de trouble à l'ordre public. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire, Et vous, en tant qu'individu, seul, vous constituez, le fait d'exister un trouble à l'ordre public, c'est ça? son profil et ses engagements C'est constituent impressionnant. un risque de trouble à l'ordre public. Et alors ça, c'est dans le courrier écrit, qu'on va bien sûr Mmh. attaquer, mes avocats en diront plus tout à l'heure. Mais dans les fuites qu'elle a faites à la presse, elle dit 2 choses. Elle dit: je justifie d'une part par rapport à la plainte de Retailleau, ce qui est encore plus grave, parce Ouais, que non, ça mais veut c'est dire que dingue. quand l'exécutif, le ministre de l'Intérieur, qui est le pouvoir exécutif, I dépose ouais, plainte, c'est pas une mesure de justice, hein, dépose plainte, ouais, prend pour cible un opposant politique, eh bien, ce c'est qui dingue. incarne le pouvoir législatif suit. C'est une collusion flagrante, Mmh. grave. Mmh. Et alors, la Ouais. deuxième justification qui a fuité dans la presse, c'est sa proximité, je cite en parlant de moi, avec les mouvements pro-palestiniens. Bon, déjà, il n'y a pas à être Mmh. pro-palestinien ou anti-palestinien, il y a juste à avoir un minimum d'humanité dans cette histoire et Ouais, respecter j'en parlais tout à l'heure, le ouais. droit Mmh. international. Et donc, elle dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a une position qui n'est pas la sienne, c'est-à-dire qui n'est pas celle du soutien inconditionnel à l'État génocidaire d'Israël, on doit être interdit de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que les gens soient au courant. Je ne suis pas interdit d'entrer à l'Assemblée nationale pour une condamnation judiciaire. Je n'ai jamais été Rien, condamné. ouais. Je suis interdit parce que j'ai des idées qui ne conviennent pas à Mme Yalwa-Pivet. Mme Yalwa-Pivet qui ne prend jamais pour cible les collaborateurs parlementaires du Rassemblement national, alors que certains sont fichés pour avoir des proximités avec des Mais groupuscules racistes. Et comment ce que je comment veux dire vous par expliquez ça? Attendez, parce que c'est quand même dingue. C'est-à-dire que, elle a la capacité en tant que présidente de l'Assemblée nationale de dire: «Lui, il rentre pas, je veux plus le voir». alors en fait, Alors qu'il y a aucun texte de loi, enfin, il y a une elle se base sur: ordonnance. «Vous n'êtes pas condamné», il y a rien, enfin, comment c'est possible? Moi, je comprends pas, en fait. En fait, elle se base sur une ordonnance de 58, donc assez vieille, D'accord. en 1958, Ouais, sur le ouais. fonctionnement des chambres parlementaires, donc du Sénat et de l'Assemblée D'accord. nationale, Ouais. où il est dit qu'effectivement, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale ont tous les pouvoirs de police visant à veiller à la sécurité de l'établissement, enfin des chambres, c'est eux qui ont tous les pouvoirs de police. Et donc effectivement, même au tribunal administratif, enfin on va essayer des choses, mes avocats en parleront tout à l'heure, mais c'est assez compliqué parce qu'elle a tous les pouvoirs sur l'enceinte de l'Assemblée nationale. C'est un peu un droit particulier qui s'y applique. C'est pas le droit commun qui s'y applique, c'est un droit d'exception. D'accord. Et, et donc, moi, ce qui m'interroge quand même, c'est que pour ma part, depuis que je travaille à l'Assemblée nationale, j'ai souvent été pointé du doigt, on s'est moqué de moi par des collaborateurs et des députés Mmh. macronistes RN qui m'ont vraiment un harcèlement qui ne porte pas son nom, où ils se mettent à me pointer du doigt dans la rue de l'université, etc. Et eux, ils n'ont jamais eu une quelconque sanction. Par contre, moi, je suis empêché de travailler alors que jamais je n'ai eu un comportement problématique dans Mmh. l'ensemble de l'Assemblée nationale. Alors que, Non, mais alors que ça nécessite, non mais, Oula, ça nécessite quand même beaucoup de travail sur soi. Parce que quand tu te mais retrouves tous les jours dans le même ascenseur que Darmanin, que Casbarian, il faut faire un travail sur soi pour ne pas être violent. Et donc moi, je fais ce travail-là.
Je fais ce travail-là que de rester stoïque, apathique, si je peux le dire, devant ces gens-là. Bon, à la rigueur, Civilisé, grimace, civilisé, voilà, oui. comme ils aimeraient le dire. Ouais. Mais je trouve que c'est déplorable. Et Heu, c'est eux qui devraient être. Combien de gens, moi j'aimerais qu'on je fasse une enquête sur les gens qui ont des condamnations judiciaires à l'Assemblée nationale pour des ouais, faits graves. Parce que si on ouais, devait ouais. exclure ces gens-là, Bah, par prenons Gérald Darmanin qui a exemple, échappé de peu, ils sont beaucoup trop nombreux en réalité. On se rappelle de, comment il s'appelle? Mounir El Guerrab qui avait failli tuer, un membre du parti socialiste à coups de casque de scooter. On se rappelle évidemment de, comment il s'appelait? Damien Abad. Ils c'est étaient ça. tous là, hein, évidemment. Et Mais j'en parlais hier, il y a pire encore que parce que vous n'avez rien fait. Là, je parlais d'Enrico Macias et sa sortie sur le fait qu'il fallait éliminer physiquement, hein, les membres de l'extrême gauche, sorti sur un plateau de CNews public il y a plus d'un an quasiment. Il n'est pas inquiété, lui n'est pas un trouble à l'ordre public, il fait des concerts et pourtant il a sorti un appel au meurtre en public devant les caméras. Vous n'avez pas fait d'appel au meurtre. On voudrait vous mettre un appel au meurtre sur le dos. C'est quand même, enfin, il faut un moment se rendre compte de la dangerosité du régime macroniste pour ce qui est des libertés et dans le cadre d'une démocratie faible, hein, parce que là, on voit très bien que l'idée, c'est de criminaliser la prise de parole publique de citoyens. tout à fait, non, mais déjà dire que ces gens-là, c'est pas nouveau, cette engeance, la politicienne, c'est une bande de racailles. Et c'est Kerry James le dit très bien dans une chanson que je vous invite à Ouais. écouter. Et moi, je trouve qu'il y a des mots très justes, les mots d'un poète engagé, et qui jouit effectivement d'une impunité totale. C'est-à-dire que quand on appartient aux classes dominantes, on peut dire tout et n'importe quoi. Par contre, quand tu as un discours politique qui s'appuie notamment sur l'histoire populaire factuelle de notre pays, eh bien là, ta parole est criminalisée. En fait, il y a un déplacement de la fenêtre d'Overton opéré par la classe médiatique, le pouvoir politico-médiatique, qui cherche toujours à décaler le curseur toujours de plus en plus à droite. Donc effectivement, quand tu fais des appels au meurtre sur les exilés, sur les réfugiés, sur les opposants politiques dits d'extrême gauche, là ça passe. Mais par contre, quand tu rappelles simplement l'histoire de notre pays, tu te vois envoyé en garde à vue et tu te vois en procès. Et c'est orwellien en fait. C'est vachement Ah orwellien. ouais, Moi, je vous invite à complètement, relire complètement. 84 de Orwell. Orwell, Ouais. qui était un gars qui était un intellectuel majeur. Moi, je vous invite vraiment à le lire. Enfin, Hommage à la Catalogne, La ferme des animaux, toute son œuvre, le Pourquoi j'écris, et qui disait, qui a décrit, qui a passé une grosse partie de sa vie à décrire les outils qui sont utilisés par les pouvoirs et par les États afin d'étouffer, de criminaliser toute voix dissonante. Et à chaque fois, c'est les mêmes mécanismes qui se reproduisent. C'est-à-dire que on place l'opposant politique on le place dans une figure criminelle, on le Mmh. criminalise, Mmh. et ensuite, ça permet de l'exclure de manière incontestée du champ politique. C'est-à-dire qu'on le diabolise, on diabolise la figure de l'opposant politique, on la pointe du doigt, ce qui permet ensuite de l'évacuer et de dire nous, nous incarnons l'ordre. Et eux, ils incarnent la bordélisation, comme ils aiment à dire. Mais l'ordre, quand ils parlent de force de l'ordre, quand ils parlent de défendre l'ordre républicain, Mmh. ils ne défendent pas l'ordre au sens de l'ordre public, ils défendent l'ordre avec un grand O, un ordre social, l'ordre des dominants. Voilà l'ordre qu'ils défendent. Ils ne défendent en Ouais. rien l'ordre et la justice, parce que leur système, c'est le désordre. C'est le désordre Le absolu, chaos, ouais, le chaos qui appelle à un nouvel ordre, en fait, hein, c'est le c'est principe l'anomie. d'Emmanuel Macron, Voilà, ouais. ça. Mais quels sont les recours? Vous allez en parler tout à l'heure, vous faites une conférence de presse avec vos avocats devant l'Assemblée nationale, mais est-ce que vous pouvez nous dire déjà, quels sont les recours que vous avez pour, faire face à cette, interdiction d'accès à l'Assemblée nationale? Bon, déjà dire que c'est pas facile en termes de recours juridique dans la mesure où c'est effectivement un droit d'exception qui s'applique Mmh. et elle est privé à Mmh. tous les pouvoirs de police et dans une ordonnance. Donc en ce sens, Elle a tous les c'est très pouvoirs de police. compliqué. Mais il ne s'agit pas d'une exclusion d'un député, mais d'un collaborateur parlementaire qui est Mmh. qui est en droit privé. Moi, j'ai mon contrat, il est en droit privé entre mon employeuse, qui est députée, et moi. Et donc, en ce sens, mes avocats vont quand même tenter des démarches auprès du tribunal administratif. Ils vont aussi faire tout un tas de signalements non juridictionnels, notamment auprès du rapporteur spécial aux Nations Unies, auprès des Mmh. institutions européennes visant à la garantie des droits de l'homme. Donc voilà, enfin en tout cas, ils annonceront le détail tout à l'heure. C'est monsieur Alexis Baudelin et monsieur Henri Braun, qui sont deux avocats farouchement engagés, qui m'accompagnent dans Mmh. les différentes affaires qui font suite aux cabales judiciaires et policières orchestrées à mon encontre. Donc j'en profite Mmh.
leur travail et vous inviter à aller le suivre. À toutes celles et ceux qui nous écoutent, allez suivre ce qu'ils font, allez leur donner de la force. Henri Braun et Alexis Baudelin. Donc voilà, et puis cet Très bien. après-midi avec eux à 13h30 devant l'Assemblée nationale, j'en dirai plus. Très bien. Bah, écoutez, on suivra ça. On parlait, de votre engagement politique qui a commencé, sur les ronds-points avec les gilets jaunes. Le mouvement est toujours là et on a vu fleurir des nouveaux appels, hein, pour, reprendre les ronds-points puisque 2018-2024, la situation n'a fait qu'empirer, que ce soit en matière de pouvoir d'achat, de liberté publique, de fin de mois. On a vu après la violence d'État, eh bien une violence, sur les services publics, sur, les libertés, sur la vie tout court, hein. Il y a eu la crise Covid qui a été, non pas une crise sanitaire, mais une crise, autoritaire. Ces appels-là, vous allez les suivre? Vous allez retrouver le chemin des ronds-points? Bon, bah, déjà dire que depuis 6 ans, les gilets jaunes sont vraiment la locomotive sociale dans ce pays. Mmh, Je ne mmh. connais pas une mobilisation, que ce soit, le mouvement en lui-même, le mouvement contre la réforme des retraites en 2019, le mouvement contre la gestion autoritaire de la crise sanitaire, les mouvements contre des retraites de 2023, les mouvements écologistes. Je ne connais pas un seul mouvement social de ces dernières années où les gilets jaunes n'ont pas été une locomotive. À chaque fois, vous les voyez en tête de cortège, chaque 1er mai, vous les voyez lancer l'offensive, populaire, et ça, c'est quand même fantastique. Les gilets jaunes, c'est ça depuis 6 ans, ça ne s'est pas arrêté, en fait. Bien sûr que la mobilisation, elle a diminué, elle a rien à voir en termes de Ouais, sur le plan quantitatif c'est avec ce qui s'est normal, passé. 6 ans, ouais. Mais les esprits ont été marqués, l'imaginaire Mmh, politique a été marqué. Tout un tas mmh. de gens à qui on disait la politique, c'est pas votre affaire, comme moi, fils de gitan, sont arrivés à la politique. Les classes populaires se sont emparées de la chose politique. Moi, Ouais. je dis souvent que, le niveau des ronds-points, il était bien plus élevé que le piètre niveau de l'Assemblée nationale, le niveau politique. Ouais, C'était c'est vrai, Moi, j'ai c'est été vrai. formé là-bas. Moi, j'ai appris à lire des bouquins là-bas. Jusqu'à 14 ans, j'avais pas lu un seul livre politique, et sur les ronds-points, je me suis mis à lire Simone Veil, non pas la politicienne, mais la philosophe. Mmh, mmh. Je me suis mis à lire Paul Lafargue, je me suis mis à lire tous ces intellectuels de la libération populaire. Et on s'est formé, il y a eu beaucoup de solidarité, il y a eu des camions entiers qui étaient remplis de bouffe, pour ceux qui ne pouvaient pas se mobiliser, c'était Mmh. magnifique. Ça restera dans l'histoire. Moi, je me Oui, souviens de la terreur oui, de oui. Macron le 1er décembre 2018, qui fait ouvrir le bunker, qui a un hélicoptère qui tourne en permanence toute la journée à l'Élysée, parce que le peuple est là, parce que le peuple se dirige vers l'Élysée. Mmh. Et le Et pouvoir c'était n'a rien prenable et demandé c'était ce soir. prenable. À ce Et moment-là, ils c'était étaient pas prêts, prenable. ils avaient pas compris ce qui se passait. Et Ouais, alors, ouais, ouais. en quelque sorte, on a payé notre inexpérience, Ouais. qui était aussi notre force, notre spontanéité. Mais il y a quelque chose qui reste. On le voit en termes d'imaginaire politique, les soulèvements de la Terre, aujourd'hui, Ouais, n'auraient pas existé sans les Gilets jaunes. ouais. Je veux dire, ce qui s'est passé, vous prenez l'exemple, moi j'ai participé activement à ce qu'on a appelé les dites émeutes. Émeutes, je Mmh. signale que ce n'est pas de la violence, c'est Mmh. le fait, émeute, j'en parle aussi dans mon bouquin, c'est le fait de se mettre en mouvement. L'émeute, c'est le mouvement face à l'inertie et c'est l'émotion face à l'apathie. Et donc, Ouais. quand il y a eu, c'est un terme qui est apparu au bas Moyen Âge et qui désigne l'éruption d'une émotion collective dans l'espace public. Bon, moi je le revendique. Et quand j'ai été à côté de tous ces jeunes qui se sont insurgés face à l'exécution froide de Naël Merzouk, âgé de 17 ans, Mmh. eh bien, Mmh. moi j'ai passé des soirées avec ces jeunes, notamment le 2 juillet, qui disaient maintenant on va sur les Champs-Élysées, parce que c'est là-bas que ça se passe, parce qu'ils ont été marqués par l'imaginaire des Gilets jaunes. Et Mmh. un progrès par rapport à 2005. Et donc, ce que je veux dire Mmh. par là, c'est qu'il n'y a plus rien à voir avec avant 2018. Il y a un avant et un après 2018. Ouais, Et clairement. effectivement, moi, j'étais sur un rond-point il y a 15 jours de ça, avec Jérôme Rodriguez, avec Christophe Détinger, avec François Boulot, avec tout un tas d'autres camarades Gilets jaunes, Jamel, etc. Et on avait 200 personnes quasiment sur ce rond-point à Rouen. Donc, il y a toujours quelque chose qui est en mouvement. Et effectivement, on a lancé un appel, notamment Jérôme, à dire symboliquement, ce samedi 16 novembre au dimanche 17, si je ne dis pas de bêtises, Ouais. allez Ouais. sur vos ronds-points, allez sur vos ronds-points, ne serait-ce qu'il y a une petite dizaine autour de chez vous, pour montrer qu'il y a toujours quelque chose là. Il y a toujours le jaune de l'espoir. Vous savez, le jaune avant était souvent associé dans les luttes à la traîtrise. Les gilets jaunes ont redonné du sens à cette couleur, ont redonné de Mmh. l'honneur à cette couleur. Le jaune, c'est plus le jaune de la trahison, c'est le jaune de la révolution. Et donc, allez brandir vos gilets, montrez-leur parce que ça va leur faire peur. Macron, il est inquiet. Macron, il est fébrile parce qu'il n'a jamais atteint un tel degré d'impopularité. Et Mais si il les est et surtout, services il n'a pas d'assises populaires, donc là,
là, on a Bah, affaire quand même à un système qui permet à des gens, mal élus ou non élus d'imposer leurs lois. Enfin, c'est ça, Yaël Braun-Pivet, elle est présidente de l'Assemblée nationale grâce au vote de ministres quand même, c'est qui ça. étaient encore ministres, au moment où ils votent pour la reconduire ministre et député. C'est inédit, Moi, et c'est pas remis en cause. tout à fait, Enfin, c'est scandaleux ce qui se passe. tout à Enfin, fait. moi, je suis outré de voir comment, finalement, cette bande s'organise, pour dire: «On a le pouvoir», alors qu'ils n'ont aucune assise populaire. C'est ça qui est important à Tout à rappeler. fait. Moi, je pense vraiment que si nous, gilets jaunes, on est sur les ronds-points ce samedi, ce dimanche 16 et 17 novembre, ça peut envoyer Mmh. un message d'espoir dans le pays. C'est-à-dire que tous les gens qui sont en colère, il y a une colère qui couve, elle est palpable. Moi, je parle aux gens. Mais des Mmh. fois, il suffit d'une Ouais. petite pincelle pour qu'elle devienne visible, qu'elle devienne ostensible. C'est ça l'enjeu, parce que la colère, elle est là. Je veux dire, les ingrédients sont réunis pour faire un cocktail explosif. Il manque juste le petit truc qui va mettre le feu aux poudres. Et moi, je le dis Ouais. en tant qu'étudiant en histoire, en fait, dans l'histoire, il y a ce truc quand même extraordinaire, qu'il y a des fois où il y a des dingueries, il ne se passe rien, et des fois, il se passe un tout petit truc qui paraît anecdotique à côté de ces énormités, Mmh. et c'est ça qui Mmh. déclenche la mobilisation. Enfin, je sais pas, tu prends 2018, tu as l'affaire Benalla, ça suscite, alors que c'est Ouais. un scandale d'État, ça suscite pas de mobilisation Ouais. d'ampleur. Tu as la taxe carbone, qui est effectivement un matraquage social De plus, insupportable, mais ouais. qui quand même peut paraître anecdotique à côté d'un tel scandale d'État, et c'est ça qui met le feu aux poudres. Donc Mmh. parfois Mmh. l'histoire, et c'est aussi ce que je lis, c'est la spontanéité. Mmh. C'est qu'on ne sait pas quand ça peut arriver. Ça peut arriver Mmh. aujourd'hui, comme ça peut arriver demain, c'est comme ça peut arriver dans 2 ans, comme ça peut arriver dans 2 mois. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'un jour ou l'autre, ça va péter. Moi, je pense Mmh. honnêtement qu'on est dans une fin de cycle. Avec les Gilets Oui, jaunes, clairement. que je soutiens aussi dans mon livre, Arrachons une vie meilleure chez Massot Édition, on est entré dans une phase révolutionnaire. Et les gens pensent que la révolution, c'est une journée, une semaine, un mois. Non, vous prenez 1789, c'est au bas mot 20 ans de processus Mmh. révolutionnaire. Mmh. Et Mmh. c'est ça que, effectivement, c'est J'ai frustrant parce que ça prend du temps, mais on est entré dans le processus. Ouais, c'est ce que dit, David Graeber, je le rappelle souvent, on est effectivement dans une ère, révolutionnaire, mais c'est des vagues, en fait, successives et ça prend parfois 50 ans en réalité et ce cycle-là est enclenché et il est inéluctable, hein. C'est vraiment ça qui est Et c'est important à ça. rappeler. Ouais Regardez et alors l'effervescence. Juste, mmh. regardez l'effervescence dans le pays. Et on a eu les Oui gilets et un jaunes. système qui n'est plus représentatif, en fait, des aspirations, de plus en plus autoritaire, totalitaire, avec en plus la technopolice, le technocontrôle qui se met en place. Enfin, on a tout, qui est vraiment, en train moi, le seul bémol à ça, c'est de voir comment, l'obéissance là, est encore là, quand on a vu les auto-attestations de sortie, enfin l'utilisation de la peur, sur l'histoire du covid pour imposer des mesures totalitaires et tout ça passait parce que derrière vous aviez, une police prête à faire des amendes, à des personnes âgées, des gens qui n'avaient pas rempli leur attestation et qui sortaient de chez eux. C'est fou ce qu'on a vécu. Non, je sais bien. Heu, Après, ouais. Alexis, si je puis me permettre, je ne pense pas que ce soit nouveau. Je pense juste que ce soit plus Mmh. davantage visible aujourd'hui parce que on est beaucoup à l'avoir documenté, ce délire Ouais, ouais, autoritaire. Mais enfin, je veux dire, lisez La Boétie, il vient de mon coin, il vient du ouais, Périgord, le contrat, le discours sur la servitude volontaire, et servitude vous aurez volontaire, tout ouais. comprendre. C'est-à-dire que depuis le début de l'humanité, il y a des gens qui jouent sur le sentiment Sur de la peur. sécurité. Mmh. C'est-à-dire que sur la peur, effectivement. Et Machiavel, souvent, on parle de Machiavel comme quelqu'un qui a inspiré les tyrans, mais Mmh. en réalité, il y a beaucoup d'approches, de théories qui disent que son discours était non pas un manuel au service des princes, mais un discours critique pour mieux cerner les outils utilisés. Ça, c'est une thèse qui est soutenue dans le champ dictique. Et donc, mais Ouais. ce que je veux dire là, lisez La Boétie, lisez Machiavel, et vous comprendrez comment les gens aujourd'hui qui sont au pouvoir nous gouvernent. Ils nous gouvernent effectivement par la peur, par la C'est les mêmes manipulation des ficelles, bien sentiments, sûr, ouais. par la Mmh. manipulation des émotions. Mais il y en a un autre aussi qui parle très bien de ça. C'est le gars c'est ce publiciste américain qui a écrit Propaganda, Bernays, Édouard Bernays, Bernays, moi, absolument. j'ai lu ça il y a 2 3 ans, et c'est ahurissant. Il montre notamment en Mmh. parlant des campagnes pour faire consommer du tabac aux femmes dans les années 40-60. Il montre en fait c'est la fabrique de l'ignorance. Il y a un super C'est documentaire aussi ça, sur Arte qui est ouais. tiré du film, et il démontre comment en fait l'ignorance n'est pas un état de fait, mais quelque chose qui est fabriqué par les dominants et fabriqué par la classe dominante. Et je pense qu'un des enjeux, un des outils de notre libération, ce sera la connaissance, ce sera l'éducation populaire et ce sera la maîtrise des médias. Ce sera Mmh. la contre-guerre Je culturelle, suis d'accord, la bataille. Et c'est ce que tu fais avec ton travail, mais je ouais. pense qu'il faut une diversité de canaux. Moi, je pense qu'il ne faut pas Bien sûr. juste. Il faut vraiment. D'ailleurs, Les gens est-ce ne que doivent toi lire.
Tu es Ouais. invité dans les médias, mainstream. Est-ce que, tu es encore invité, tu as la parole, pour parler de cette, interdiction, par exemple, d'Assemblée nationale? Ou est-ce qu'on parle de toi parce que Retailleau, porte plainte et cetera? Est-ce que tu as un droit de réponse? Non, c'est-à-dire que moi, vous avez pu le voir, j'ai fait, il y a de la sympathie dans notre engagement, donc je te tutoie, sans le vouloir. Oui, on peut se Mais tutoyer, il y a pas de mais problème, tu as dû le voir, mais j'ai fait des actions qui sont quand même notables avec des camarades, que ce soit même, les actions d'hommage aux gilets jaunes qu'on a fait l'année dernière sur les Champs-Élysées, Mmh que ce mh. soit, l'action autour, d'Édouard Philippe, enfin plein d'actions comme ça qui effectivement, il y a eu un silence radio médiatique. Les seules fois où on entend parler de moi dans les médias, c'est quand il y a des dépêches AFP qui sont très C'est orientées. ça, Là, il y a eu 2 ouais. dépêches dernièrement AFP à mon sujet. Mmh. Ça a été celle sur la plainte de Retailleau et la deuxième, ça a été, sur, l'exclusion de l'Assemblée nationale. J'ai Mmh. quasiment pas eu mon mot à dire. Les journalistes ne m'ont pas contacté. Enfin, on C'est peut dingue. imaginer qu'un journaliste qui écrit une dépêche qui ensuite est reprise par tous les médias ne contacte pas la personne concernée? Et C'est j'ai le pas eu mon principe, mot à hein. Ça dire. s'appelle le journaliste de préfecture, hein, c'est le Et donc, principe. je n'ai pas eu mon mot à dire sur ces 2 dernières dépêches qui Ouais. ont été reprises par toute la presse. Et donc, quand vous Mmh. tapez mon nom, moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est que les gens qui sont un peu éveillés, qui ont un minimum de conscience politique, je me fais pas de soucis sur leur esprit critique. Mais vous êtes Mmh. une personne lambda, vous tapez mon nom et mon prénom dans la barre de recherche, vous pensez que je suis un terroriste. Vous prenez Mmh. les tweets qu'il y a eu orchestrés par le fils du renseignement, Monsieur Marty, qui travaille dans le torchon de Bolloré Europe 1. C'est le fils du directeur du renseignement parisien. Vous voyez la collusion? Il fait Ah fuiter oui. 2 fiches de service de renseignement à mon sujet en disant que je suis inscrit dans 2 fichiers de police. Les gens, ils voient ça, ils n'ont pas d'esprit critique, bah, ils se disent le mec, c'est un criminel. Et donc, Mmh. ça Et vous, marche. vous êtes, fiché S, par exemple? Alors, je suis inscrit dans le fichier des personnes recherchées dans lequel il y a les fichiers S. Mais ils n'ont pas dit dans quel fichier C'est spécifique j'étais, impressionnant. mais je suis inscrit dans ce fichier-là. Ce qui permet d'écouter mes conversations téléphoniques. Enfin, il y a une atteinte à mon intimité assez grave. C'est Mais grave. donc, et ce qui me permet d'être, par exemple, le 14 juillet dernier, suivi pendant toute une matinée, ce 14 juillet, par 2 mecs de renseignement parisien. J'ai filmé ça dans un thread Twitter, vous l'avez sûrement Ouais, vu. ouais, je me Alors, rappelle, ce qui est ouais. très intéressant, c'est que Libération, un journaliste de Check News de Libération, m'avait contacté pour faire un article. Il avait trouvé ça ahurissant. Le mec Oui. contacte tout le monde, mes avocats, etc. Il contacte la préfecture. La préfecture ne lui répond pas pour confirmer. Et donc, il ne sort pas son article. Ça veut dire qu'en fait, Tiens. que quand la préfecture décide qu'il ne faut pas sortir un article sur un sujet parce qu'elle ne répond pas, ben, ça ne sort pas. Donc, effectivement, vous voyez à quel point c'est limité. Mais non, pour vous parler des médias mainstream, moi, il m'est arrivé d'être invité sur BFM TV avec mon camarade Ilan Gabé Mmh. quand on avait fait une garde à vue en mai 2023 pour la dénoncer. Donc, je suis invité une première fois là-bas, ça se passe plutôt bien, on est soft parce qu'on est en posture de victime, entre guillemets, d'une atteinte, d'un truc abusif. On y retourne, enfin, j'y retourne le 23 septembre 2023, pour commenter une affaire de voiture de police attaquée et dans laquelle j'ai voulu Mmh. apporter un peu de nuance. Parce que les policiers étaient érigés en grandes victimes et les manifestants en agresseurs. Et alors là, je devais être programmé pendant 1 heure. Au bout de 15 minutes, on m'a fait quitter le plateau et je devais revenir le lendemain matin, on m'a déprogrammé. Et donc, effectivement, dès que tu vas un chouïa trop loin, et C'est depuis, ça. je suis personne non grata là-bas, dès que Ouais, tu ouais. vas un chouïa trop loin, on te fait taire. Et donc non, moi, les seuls canaux d'information que j'ai, et c'est pour ça que je suis attaché à la presse indépendante, c'est les médias Mmh. indépendants. J'ai des collectifs de médias engagés comme Peuple Révolté, sur lesquels on fait un travail Ouais. d'information. Ouais, ouais. Les insurgés, avec qui on fait un travail d'information militante aussi. J'avais la Luciole Média avec mon camarade Enzo Raboui qui maintenant continue un peu l'aventure de manière indépendante. Je travaille également avec Quartier Général, chez qui je Mmh. fais des éditos de temps en temps avec Aude Lancelin. Je travaille avec David Dufresne sur Au Poste. Donc c'est vrai que Mmh. moi, je suis attaché à cette diversité de contenu et de canaux. C'est-à-dire pour moi, vous n'avez pas tous la même ligne et justement, c'est intéressant. Et justement, ça permet d'avoir de la nuance et ça permet d'avoir de plus en plus de haut-parleurs aux idées dissonantes vis-à-vis de la doxa. Bien Il ne sûr, faut pas bien chercher à sûr. avoir un canal commun. Il faut justement Ah non, avoir non, je pense qu'il faut, plusieurs une canaux. pluralité, C'est ça. médiatique, mais surtout, c'est la guerre de l'audience qui est importante et parler à ceux qui sont mal informés au quotidien, pour leur expliquer que, comme tu disais, c'est pas une dépêche AFP, qui donne la réalité, l'ensemble des faits, hein. C'est très orienté et c'est ce qui crée ensuite, bah, le caractère assassination, c'est-à-dire de dire: «Lui, il faut qu'il soit vu par ceux qui ne savent pas de quoi il parle comme un terroriste, comme un danger, comme, voilà, un agitateur. On a vu hein, Raphaël Arnaud, fiché S. Alors ça a été rappelé quotidiennement en disant comment ça, un député fiché S? Mais regardez, vous avez des Ah, criminels sexuels qui sont députés en fait. moi, je Arrêtez. t'invite vraiment Euh, à lire l'article de Marty, donc, qui fait fuiter les fiches de ouais. renseignement
mon sujet sur Europe 1. Le mec, il dit, alors le portrait diabolisé, c'est Richie Thibault a une haine particulière anti-Emmanuel Macron, une Ouais. haine anti-police. Euh, il est dans le viseur de la justice alors que c'est juste un procès qui va avoir lieu le 9 août, qui est reporté en 2026 parce que le parquet, Ouais. justement, n'a pas le courage de juger parce qu'ils savent que ce sera une relaxe et que c'est ahurissant. Donc, Heureusement. c'est un peu pour me maintenir une épée de Damoclès sur la tête qu'ils ont fait ce report Ouais. inédit. C'est la première fois qu'on reporte un procès politique à une date aussi lointaine. Hein. Je veux dire, moi, Non, mais... je cumule un peu les premières fois ces derniers temps en Ouais, termes ouais, de ouais. parlementarisme, et je le dis pas de manière égocentrique, mais c'est assez dur à vivre. Là, vous me voyez en rire, mais je peux vous dire que c'est pas facile. Euh, Mmh. Intime, au niveau personnel, au niveau familial, quand vous subissez un tel acharnement. Mais lisez l'article, ils disent notamment qu'ils ont Mmh. ressenti 16 actions de désobéissance civile de ma part, que j'étais présent au soulèvement de la terre à Sainte-Soline et que donc je serais un criminel. Enfin bref, c'est... Ouais, ils veulent vraiment charger la barque pour arriver à avoir une ça, condamnation parce que sinon on verrait que c'est quand même une justice c'est ça. politique, Et ils disent que le dernier heu, fichier de police dans lequel je suis enregistré date de ouais. 2004. Est assez récent. Donc, Mmh. et ils ont dit deux minimum. Donc, moi, j'attends de voir la suite. Il y a mon Ouais. avocat Henri Braun sur le temps de la déconnade qui a dit qu'il voulait porter plainte en diffamation pour dire que j'étais dans plus de fichiers. Mais non, Mmh. c'est assez ahurissant, quoi. Et comment ça se passe les gardes à vue à chaque fois qu'on vous emmène? C'est plutôt bon enfant? On a affaire à des policiers qui sont là, qui obéissent et qui se disent: «Bon, bah, voilà», ou est-ce qu'il y a une haine, une défiance? Quel est le rapport avec les fonctionnaires de police? Ah non, non, c'est pas facile du tout. Et moi, je sais qu'il faudrait que je Mmh. me penche un peu plus là-dessus. On devait lancer des procédures avec mon avocat, sauf que ben, il m'accompagne bénévolement parce que je roule pas sur l'or et malheureusement, Mmh. ben, pas énormément de temps non plus. Donc là aussi, vous voyez que c'est pas facile et je les remercie. Et donc, mes avocats, enfin, avant de parler de mes avocats, enfin, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, c'est très grave. C'est-à-dire que c'est les agents de la préfecture de police, de la DOPC, de la direction du maintien de l'ordre, qui disent arrêtez Richie Thibault. Donc les flics Mmh. viennent. Des fois, c'est des compagnies entières. Je me souviens, le 14 octobre 2023, si je ne dis pas de bêtises, on organise un appel contre la vie chère, etc., en plein moment où a éclaté la situation au Proche-Orient. Et donc, on organise cette manifestation. Elle est interdite. Je fais partie des déclarants place de l'Hôtel de Ville. Elle est interdite par la préfecture. Et donc, je ne me rends pas sur la manifestation, mais je me pose Mmh. café qui n'est pas dans le périmètre interdit. Donc, je suis en rien dans un cadre infractionnel. Je me pose dans le café. J'étais avec deux, trois amis. Et là, on a une brigade entière, enfin une compagnie entière de CRS, enfin non pas de CRS, mais c'est les CSI, les compagnies d'intervention et de sécurité, une compagnie entière qui vient me encercler un bar dans lequel j'étais pendant 2 heures. Et ils ont attendu pendant 2 heures que je sorte pour m'interpeller et pour me mettre en garde à vue. Une Euh, compagnie entière? une compagnie entière. Et il y a les vidéos, hein, Mais je vous les ferai parvenir si vous le souhaitez. Enfin, je veux dire, c'est ahurissant. Et je pourrais vous citer des tas d'autres exemples de ce genre-là. Et c'est très humiliant. C'est-à-dire que, en fait, mmh. il se passe une journée de manifestation. Je ne peux pas aller tranquillement en manifestation sans me dire le soir, je me retrouve en garde à vue. Autre Ouais. exemple assez éloquent, on m'arrête à la manifestation des soulèvements de la Terre à Gennevilliers au mois de juin, la dernière. On m'arrête avec 50 personnes sans distinction. Ma garde à vue est classée sans suite. Je donne mon téléphone, les codes de mon téléphone, parce que c'est mon Mmh. téléphone paye, est-ce qu'il n'y a rien de potentiellement problématique à l'intérieur. Et donc, je donne mon téléphone. La garde à vue est classée sans suite. Et malgré tout, le parquet classe sous scellé mon téléphone. Ce qui est illégal. C'est Et dingue. donc, j'avais tous mes contacts de Ça journalistes, j'avais tous mes contacts professionnels. J'ai tout perdu. Et c'est pour dire à quel point c'est grave, c'est un harcèlement. Je veux dire, moi, c'est mmh. c'est de Mmh. l'argent, je veux dire, C'est du temps, oui, oui, ça fait deux ans, là, c'est depuis 2022, que ma ouais. vie est invivable en région parisienne. Euh, et même là, il s'attaque à mon boulot. C'est vous dire la proportion que ça prend. Ouais, Il ouais. n'y a plus de limite. Là, je viens d'apprendre qu'il y a Charlie Hebdo qui est en train de rédiger une enquête sur moi. Ils viennent d'appeler mon entourage, qui est Mmh. une enquête d'une semaine qui est censée sortir en fin de semaine. Alors moi, j'ai décliné, j'ai refusé de répondre. Et je me demande Mmh. s'ils vont sortir. C'est quoi la prochaine étape en termes de violation de mon intimité? Enfin, c'est Ouais, c'est ahurissant. terrible, et comment ça se passe, enfin, vous avez choisi l'engagement auprès de la France insoumise, comment ça se passe avec le parti? Vous avez le soutien? Vous avez comment, il y a une organisation quand même, de collectif autour de cet, harcèlement judiciaire? Bah, alors disons que je reste quand même moi, un acteur assez libre sur le plan, politique. C'est-à-dire que j'ai pas, de fonctions à proprement parler qui m'ont été données par la Mmh. insoumise. Je reste comme beaucoup de sympathisants d'ailleurs, Mmh.
mouvement que constitue la France Insoumise. C'est ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un parti figé, c'est un mouvement dynamique dans lequel on peut avoir un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Et moi, je trouve que c'est tout à fait louable. Sur le plan politique, je suis le porte-parole de PEPS pour une écologie populaire et sociale, et c'est mon mouvement politique. C'est voilà, si vous Mmh. intéressé, on parle d'écologie de libération, on parle d'écologie populaire, on dit que l'écologie, c'est ni les bobos ni les bourgeois, mais c'est les classes populaires. Mais sur les, Mmh. voilà, ça, c'est mes particularités politiques et mon engagement singulier. Après, sur les rapports avec la France Insoumise, je travaille en tant qu'attaché parlementaire de la députée Ercilia Soudé, et je le fais parce que c'est déjà une femme qui subit un harcèlement Pareil, inédit, ouais, ouais, hallucinant. ouais. Et bien, Mmh. qu'on soit d'accord avec elle ou pas, c'est une chose, mais on ne peut pas cautionner ça. Moi, je travaille avec elle, c'est des courriers Mmh. de mort. C'est extrêmement grave. Et je veux dire, ça reste un être humain. Et subir ça, c'est juste hallucinant. Et donc, moi, je travaille avec elle sur une question spécifique, qui est, enfin, pas que, mais globalement, c'est une de mes priorités avec elle dans son cabinet. On travaille ensemble sur la question de l'antiziganisme, qui est le racisme Mmh. par les Roms, les voyageurs, les Citans, les Gittis, les Yéniches, les Manouches, par tous ces collectifs de population dont j'appartiens. Et c'est la première parlementaire de l'histoire à s'engager pleinement sur cette question. On va faire en janvier le dépôt d'une résolution sur la question mémorielle et sur la question de la reconnaissance du génocide, Mmh. qui n'est toujours pas reconnu plus de 80 ans après, alors qu'il a fait 500 000 victimes, le Samu Pen, le génocide subi par ces populations, par mes ancêtres. On est en ce moment en train de rédiger un rapport parlementaire en faisant le tour de tout un tas de terrains, de terres dites d'accueil qui sont profondément inaccueillantes et qui sont exposées à des pollutions graves, où les populations ont des espérances de vie largement inférieures au reste de la Mmh. population, paient l'électricité et l'eau 3 fois plus cher en moyenne que les personnes sédentaires. Donc bref, on documente tout ça et je la remercie pour ce courage, parce qu'électoralement, c'est pas payant, parce que elle le fait pas de manière électoraliste, mais elle le fait pour combattre un racisme qui est jusqu'alors est dans l'angle mort. Et donc moi, je Mmh. l'accompagne notamment sur cette thématique-là. Donc la France Insoumise va communiquer très prochainement sur la situation. Ils me soutiennent. Ils me soutiennent face à cette dérive grave. Après, Mmh. voilà, moi, j'ai ma tonalité singulière et elle n'engage pas la France Insoumise. C'est-à-dire qu'à Ouais, chaque ouais. fois, depuis que je travaille avec Ercilia Soudé, tous les articles de presse, c'est Richie Thibault lié à la France Insoumise. Parce qu'il cherche Mmh. à assimiler toutes mes prises de Ouais, position à la ouais. France Insoumise. Mais non, comme l'a dit Manuel Bompard lorsqu'il est interrogé par Apolline de Malherbe à mon sujet, c'est les dirigeants de la France Insoumise qui expriment les positions de la France Insoumise. Et moi, j'ai Mmh. des miennes qui me sont propres. Et je veux dire, elle est très malsaine, cette volonté d'assimiler, de Mmh. m'assimiler entièrement à la France Insoumise et d'assimiler entièrement la France Insoumise à moi. Enfin, il faut faire preuve d'un peu de sens critique. Euh, Mmh. j'ai mon parcours politique propre. Et voilà, si je dois faire des choses avec la France Insoumise, je les fais parce qu'on est en accord sur des sujets précis, mais moi je suis un homme indépendant, quoi. Je veux dire, Mmh. c'est pas parce Mmh. que tu fais des choses avec des mouvements politiques, et moi je salue le courage de la France Insoumise sur un certain nombre de sujets, que tu n'as plus d'indépendance politique. C'est assez grave quand même d'ailleurs qu'aujourd'hui on fasse passer la France Insoumise pour l'extrême gauche. Enfin, je veux dire, Mmh. la France Insoumise, c'est l'équivalent d'une gauche de ce qu'aurait été le PS s'il n'avait pas été à droite, en fait. C'est Bah, tout, c'est c'est le ça. PS avant 80, C'est sur ça. l'agit-prop, sur les trucs, moi, c'est ce que je vois en Je veux réalité, dire, mais il faut ouais, ouais. arrêter, quoi. Je veux dire, Mmh. Mmh. non, l'extrême gauche, Bah, enfin, la gauche radicale, c'est quoi? Elle se trouve du côté, effectivement, du mouvement politique dont je suis le porte-parole, PEPS, elle se retrouve du côté du NPA. Et voilà, ouais, c'est c'est nous. ça. C'est pas la Mmh. France insoumise. Enfin, je veux dire, Mmh. faut arrêter, quoi. Faut arrêter, Et c'est ubuesque, quoi. bon, bah, écoutez, merci en tout cas, on peut saluer votre, courage de, bah, parler publiquement en votre nom, de rappeler des faits historiques, et d'être la cible, pour ça, d'un pouvoir, qui souhaite instrumentaliser la justice et puis, cette maturité politique aussi, qui montre, hein, combien les ronds-points, combien les gilets jaunes ont été importants pour, de nombreux concitoyens pour prendre conscience finalement, de la réalité derrière le masque démocratique, hein, la réalité d'une oligarchie, d'une plutocratie qui faisait que nous n'avons pas le pouvoir en tant que peuple. Cette équation du peuple en politique, elle est importante, elle va revenir. On va suivre ici au Monde Moderne les prochaines mobilisations. J'en perds ma voix, pardon. Et puis je rappelle, vous faites une conférence de presse tout à l'heure devant le Palais Bourbon avec vos avocats pour expliquer les dessous de l'affaire de votre exclusion, hein, de l'Assemblée nationale. Merci de nous avoir accordé ce temps-là avant. Et Et alors, oui, vous voulez rajouter. merci beaucoup, mais juste un petit mot, parce qu'il y a souvent des gens qui disent comment ils peuvent me soutenir. Je les invite à Oui, lire
je souhaite. Mon ouvrage, alors je ne sais pas si on le voit à l'endroit ou à l'envers, mais Ah, il faudrait que attendez, je vais essayer de passer à est-ce que je peux faire mirror caméra? Non, je peux pas. bon, alors Mais je sais pas, bon, bref, il s'appelle Arrachons une vie meilleure, c'est chez Massot Édition. Vous le retrouvez en ligne, en librairie. N'hésitez pas à aller le lire et on pourra en discuter volontiers. J'organise beaucoup de déplacements, d'événements ouais, pour parler et c'est la meilleure manière de me soutenir parce que ça m'aide dans toutes les frais judiciaires, etc. Et si bah, je vends assez de bouquins, ça m'aidera à payer mes avocats notamment. Mais au-delà de ça, à l'intérieur, il y a une réflexion politique qui est engagée. Il y a des leçons qui sont tirées des 5 ans d'activisme pendant les mmh. Gilets jaunes. C'est vraiment, c'est pas du tout le bouquin d'un jeune de 20 ans qui vient vous apprendre la vie ou qui vous dit que faire et que penser. C'est plutôt Non, ça, c'est celui de Bardella. voilà, c'est ça. C'est plutôt tout un tas d'interrogations politiques, de Ouais. questions de société et de pistes de réflexion. Donc voilà, allez lire Arrachons une vie meilleure chez Massot Édition. Arrachons une vie meilleure chez Massot Édition de Richie Thibault. Merci de nous avoir accordé cet entretien pour expliquer un peu et avoir ce droit de réponse, hein, puisque, comme vous le dites, quand on parle de vous dans les médias, c'est via des dépêches AFP ou via des commentateurs politiques qui ne vous donnent pas la parole. Ici, au Monde Moderne, on essaye justement de donner la parole à tous ceux qui ne l'ont pas et de parler de politique autrement. Merci beaucoup. Arrachons une vie meilleure, donc je le rappelle. Et puis, on essaiera, si vous êtes disponible, de faire une émission spéciale sur ce retour des Gilets jaunes avec les différentes figures, hein, qui ont participé au mouvement. Vous les citiez, Monsieur Boulot, Monsieur Rodriguez, Maxime Nicole aussi, et d'autres, pour faire un bilan finalement et puis voir ce qu'on pourrait faire tous ensemble pour la suite, hein, des opérations. Merci à vous. Je vous souhaite une Merci à vous. bonne journée et à bientôt. À Merci bientôt. Richie. Au revoir. Au revoir. Voilà, merci à vous de suivre la revue de presse du Monde Moderne. Pour soutenir la presse indépendante, c'est 1 € par mois via YouTube ou patreon.com/Le Monde Moderne, ou simplement vous abonner ou partager nos contenus. C'est important, évidemment. On a besoin de votre soutien. Je rappelle son livre Arrachons une vie meilleure, Richie Thibault, qui malgré son jeune âge, a une certaine maturité politique et a choisi un engagement qui coûte cher, hein, voilà, puisqu'on parle de harcèlement judiciaire, on parle de harcèlement. C'est beaucoup.